Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, est-ce que la généralisation des moyens de communication a permis d'améliorer les relations entre enseignants du primaire et famille? On va poser la question à Axel Kilic, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buand. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu commémorative, on sera demain le 11 septembre. C'est évidemment une date qu'on étudie, elle est au programme d'histoire. Mais comment l'enseigner? Guillaume a posé la question à un professeur d'histoire-géographie. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Anzel, conseil de famille. C'est notre rubrique parentalité spéciale aujourd'hui pour les enfants qui ne veulent pas aller à l'école. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. En quoi les relations école-famille ont-elles été bouleversées par la généralisation, c'est aussi une génération, mais c'est la généralisation que je voulais dire des plateformes d'échange numérique entre enseignants et parents. C'est la question que posent les chercheurs Axel Kilic et Jean-Paul Paillet dans L'école du like, livre qui vient de sortir aux presses universitaires de France. Axel Kilic, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, c'est un super sujet. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'UPEC, l'université Paris-Est Créteil, et puis vous êtes aussi chercheur, je l'ai dit, au laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales. Un petit mot pour cerner le sujet d'abord. J'ai insisté dessus en introduction d'ailleurs. Vous vous êtes intéressé à l'école primaire. L'école primaire, c'est théoriquement le moment de la scolarité. Quand on est parent, on le sait. Et quand on est un ancien enfant, on a quelques souvenirs. C'est théoriquement le moment où les liens, joli lapsus, maman, où les liens entre parents et enseignants sont censés être les plus fluides. Exactement, puisque c'est aussi lié à l'âge des enfants. Ils sont petits, surtout en maternelle, mais aussi en élémentaire. Et on a besoin, les parents ont besoin justement de communiquer avec les enseignants, avec l'école, la directrice, ou le directeur bien sûr. Et ce fait, en fait, implique une communication directe entre les parents. Avec théoriquement une possibilité assez facile pour les parents d'accéder même physiquement à l'école. La rupture souvent qu'on décrit, alors maintenant ça change un tout petit peu en sixième, mais quand même, normalement les parents restent à la porte là, on peut rentrer, quand ils sont tout petits on vient les chercher, on est un peu chez soi quoi. Alors, la situation, en fait, elle est assez différente d'une école à l'autre. Il n'y a pas vraiment une homogénéité de l'accueil des parents dans les écoles. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater, parce que j'ai fait beaucoup de terrain dans les écoles primaires. Et moi-même, j'ai été professeure des écoles pendant une dizaine d'années, avant d'être maîtresse de conférences. Et donc, en fait, on peut voir différentes cas de figure. On ne peut pas vraiment dire que l'école est si ouverte que ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut nuancer aujourd'hui. Et autre chose aussi, un autre obstacle, c'est que les rencontres au portail, finalement, elles sont assez rares. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'école maternelle, les parents peuvent rentrer pour déposer leur enfant, quoique la période Covid, mais également... Vigipirate aussi a compliqué les choses énormément. Etc., a resserré un petit peu, a un peu éloigné les parents jusqu'à les mettre de l'autre côté du portail. Et donc, ces applications... je pense qu'on va... On va évidemment en parler de ces applications de liens. Elles sont là justement pour prendre le relais et faciliter cette relation entre les familles et l'école. Je veux bien un dernier mot de contexte quand même, avant d'en venir à parler de ces applications et du rôle qu'elles ont, ce qui est le cœur du sujet de l'école du like évidemment, c'est quand même le contexte historique. C'est-à-dire que cette école de la République, que l'on vante souvent, et on parle aujourd'hui de coéducation, sont des mots qui sont des mots assez récents, puisque pendant un siècle, elle se construit plutôt contre les familles. Exactement. Et c'est ce qu'on a aussi analysé avec mon collègue Jean-Paul Paillet, que vous avez cité tout à l'heure, c'est que pour nous, ça s'annonce un troisième temps, en fait, on va dire un premier temps de l'école républicaine qui est fermée, qui est même là pour sortir l'élève de sa famille, l'enfant, et en faire un élève. Le soustraire aux influences, notamment religieuses. Exactement, culturelles. Régionales. Et puis un deuxième temps où justement on va parler de communauté éducative et avec l'idée que plus l'école est proche des familles et plus l'élève va réussir. Et ça culmine théoriquement à partir de la fin des années 80, Exactement. La loi Jospin, le principe de coéducation inscrit dans la loi. Et au fond, ça n'a jamais été abandonné depuis. On a continué. Alors, c'est quoi cette troisième étape ? Voilà, on est toujours sur ce logiciel, sur ce référentiel. Et je pense que le premier référentiel existe toujours dans la tête des enseignants. Je ne pense pas qu'il soit véritablement évacué. Je pense qu'il y a une espèce de superposition des logiciels, des référentiels. Et pour nous, le troisième référentiel, il est assez particulier, assez paradoxal, puisque à la fois, il prône une proximité avec les familles dans l'information, dans la communication, et en même temps, une possibilité aussi de les garder à distance. Et donc, vous voyez, c'est ce qu'on a appelé le référentiel un peu oxymorique de la
proximité. Alors l'oxymore, pour celles et ceux pour qui les cours de français sont lointains, c'est quand on oppose deux termes. C'est l'eau qui brûle ou la neige qui brûle, mettons. Et ici, c'est proximité-distance. Proximité-distance avec ce développement d'abord du web, ensuite des smartphones et donc des applis. Alors toutes ces applis, c'est d'ailleurs, les écoles restent libres de choisir leurs applis. Donc il y en a plein, il y a des applis faites par des enseignants, d'autres par des entreprises, il y a plein de trucs. Tout à fait. Alors en fait, c'est très très complexe. Donc il y a déjà la partie de qui fabrique et quelles sont ces applications. Nous, on s'est intéressé à plusieurs applications. Une première, et c'est la première que j'avais découverte à travers l'école, c'est Classe Dojo. Ah bah non, Classe Dojo, autant pour moi. Américaine. C'est parce que vous faites l'intro, si je me souviens bien, sur c'est ça. En fait, c'est l'application qui est utilisée par l'école de mes enfants. Et puis, moi, j'ai pas de smartphone, en fait. Toujours pas. Maintenant, c'est bon. J'en ai un. Parce que pour une spécialiste de l'école du lac, il faut maintenant que je suis spécialiste de l'école du lac, j'ai investi dans un smartphone, mais c'est vrai que je n'en avais pas. Ouais. Et donc, ensuite, on a ouvert en fait l'enquête et on a travaillé également, on a rencontré d'autres éditeurs d'applications, Classroom que vous avez cité, toutemonannée.com, EduMove, One, Skolnet. Et puis j'en oublie une, c'est Bien School. Voilà. Alors, des applis qui permettent d'abord, on passe rapidement là-dessus, qui ont d'abord un intérêt purement pratique, un intérêt de communication sur les emplois du temps, les horaires, ça, j'allais dire, c'est l'ancien, c'était le cahier de correspondance d'avant. Alors, la révolution, en fait, c'est vraiment que ces applications se trouvent sur les smartphones des parents et des enseignants. Et c'est vraiment ça qui garantit également leur succès. C'est-à-dire que tout le monde a un smartphone. Et honnêtement, toute classe sociale... Depuis peu, il a fallu que vous achetiez le vôtre. Oui, c'est vrai. Maintenant, tout le monde a un smartphone, même moi. Et donc, du coup, et ça, c'est vraiment la petite révolution. Parce que c'est ce qui permet aussi de vraiment englober tous les parents, toucher tous les parents sur cette question. Et je ne me souviens plus de votre question. La question, c'était de dire que ça résolvait un tas de problèmes au plan pratique. Donc, ce que vous soulignez déjà, effectivement, c'est que c'est un lien direct, alors que le cahier, après tout, il fallait le chercher dans le cartable, il fallait que l'enfant pense à le montrer. Ce lien direct, et puis quand même, pour tout ce qui est emploi du temps, etc., pour le coup, on peut dire que c'est un progrès. Exactement. Sur la partie, sur la dimension, en fait, de l'information, de la communication des informations pratiques de l'école, il prend le relais vraiment du carnet de liaison, du cahier de liaison, carnet de correspondance, ça dépend comment on l'appelle dans les écoles. Et il permet justement une rapidité, une praticité, vraiment. Et puis aussi, il y avait beaucoup d'enfants qui perdaient le cahier. Le cahier disparaissait. Volontairement ou pas. Volontairement ou pas. Les petits mots aussi disparaissaient dans les casiers, etc. Surtout donc certains. Là-dessus, c'est très, très pratique. Néanmoins, un certain nombre de familles doivent aussi, pour communiquer sur ces smartphones, s'emparer de l'outil, et toutes n'ont pas les mêmes habiletés. On va venir évidemment sur cette question-là, parce qu'elle est au cœur du bouquin. C'est finalement comment on utilise pour les autres fonctionnalités ces smartphones. Alors, justement, il y a des usages extrêmement divers et variés de la part des parents. Certains parents, et on commence un petit peu, peut-être je vais commencer un petit peu l'analyse, et celles qui sont le plus proches de l'école, qui maîtrisent justement cette communication spécifique avec l'enseignant et l'école, pour eux, tout va bien. Donc c'est facile. Et puis, ils vont très facilement s'approprier ce code langagier particulier, donc je rappelle, qui mêle langage écrit, phrases, mais aussi les emojis. Et donc, du coup, il faut savoir être dans un langage très codé, qui est à la fois très formel, mais très informel. C'est-à-dire que ça mélange le fun et le formel. Donc, c'est très, très, très compliqué à maîtriser. C'est très complexe. C'est très complexe. On peut dire, oui, mais aujourd'hui, on est tous sur les réseaux sociaux. Là, on est sur un réseau social scolaire qui a ses propres règles langagières, et c'est vraiment une compétence parentale. Axel Kilitsch, invité de Grand Oral de La Quotidienne, que l'on retrouve dans quelques minutes pour continuer à parler de tout ça, et notamment de l'effet que ça peut avoir sur les mères des milieux populaires dont elle parle dans le livre. On la retrouve juste après l'Anti-Sèche, Guillaume Buan. Guillaume, bonjour. Emmanuel, bonjour. L'Anti-Sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu, alors on a pris 24 heures d'avance, mais demain, 23e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, événement tragique marqué également par de nombreux complots, ou en tout cas d'émergence du complotisme. Effectivement, on va quand même avoir ce petit rappel, ce 11 septembre 2001, des terroristes qui ont détourné 4 avions de ligne, 2 qui sont projetés sur les tours jumelles du World Trade Center. On est à Manhattan, à New York, avec un 3e qui est projeté sur le Pentagone,
ce siège du département de la Défense qui est à Washington, avec les personnes à bord qui sont tuées, de nombreuses personnes victimes et blessées également. Le World Trade Center, rappelons-le, 2 tours, 415 mètres de hauteur qui se sont effondrées moins de 2 heures plus tard. 2 autres tours qui, là aussi, se sont effondrées. Le 4e avion, lui, qui volait en direction de la capitale fédérale, sans que l'on sache ce qui souhaitait viser, a pu être malgré tout détourné. Malgré tout, le bilan, il est quand même très tragique. 3000 morts, 6300 blessés. Voilà pour la photographie. Des attaques qui ont suscité à l'époque l'apparition de nombreux discours complotistes. Mais les réseaux sociaux et Internet ont justement accéléré ce processus et ont offert des canaux de diffusion à cette époque. Alors comment fonctionne justement ce mécanisme du complot? La réponse d'Adrien Der, il est professeur d'histoire-géographie. Aussi diverses soient-elles, les théories du complot sont construites sur un schéma narratif assez simple et très similaire. C'est-à-dire, on va mettre en évidence qu'un événement est le résultat d'un plan machiavélique venu d'auteurs qui sont cachés. Et donc, on a un même schéma narratif qui se répète quel que soit l'événement. Et si on montre des similarités entre les différentes théories du complot, on peut dévoiler aussi ce schéma narratif trompeur. Alors, en préparant également cette chronique, on a évoqué ensemble, vous et moi, Emmanuel, la question du danger. Alors justement, le mieux, c'est de poser la question à ce professeur et d'en écouter la réponse. Le danger principal, c'est pour la démocratie, c'est-à-dire que ces théories du complot, elles vont rendre les citoyens finalement sensibles à un ensemble de contre-vérités, va les rendre sensibles à des discours trompeurs, des discours séducteurs, des discours populistes. On a très bien vu dans l'histoire que les dictatures, les régimes totalitaires se nourrissent en fait et même s'appuient sur des théories du complot. Alors, ces attentats ne sont pas la vraie première attaque. Rappelons, guerre mondiale et guerre froide, mais malgré tout, c'est un gros basculement dans les relations internationales et politiques. Écoutez sa réponse. Je dirais que c'est le premier événement qui vient attaquer et qui vient percer un petit peu cette hégémonie américaine qui avait marqué la décennie des années 90. Et ce qui est intéressant aussi à travers les théories du complot, c'est que finalement, les États-Unis ont été attaqués par une attaque terroriste d'un point de vue concret sur son territoire, mais aussi attaqué par les théories du complot. C'est ce qui vient aussi remettre en cause cette hégémonie à travers ces contre-vérités qui ont circulé. Ça vient aussi alimenter un anti-américanisme. Alors, un événement qui a surpris tout le monde, qui a créé la sidération dans le pays, mais dans le monde entier. Comment expliquer en fait que cette première puissance du monde, celle qui prétend l'être, se voit attaquer? Certains ont dit que la CIA était au courant, mais qu'ils n'ont tout simplement pas voulu divulguer l'information. Voilà, donc ça c'est pour le versant complotisme, lutte contre les fake news, qui est très présent dans l'école aujourd'hui évidemment, mais sur le plan éducatif, il y a aussi des enseignements à en tirer. Comment ça se passe? Effectivement, déjà comment est expliqué justement le 11 septembre? Il y a 2 choses. Le point de basculement qu'on évoquait, un post-guerre froide, marqué donc par cette hégémonie américaine, contre un monde où la puissance des États-Unis est donc remise en cause après ce tragique événement. Le début des guerres, là aussi contre le terrorisme. On pense à ces guerres en Irak et donc au Moyen-Orient. Les lignes géopolitiques sont tout simplement redéfinies. Voilà cet aspect donc appris à l'école, cet aspect politique, géopolitique. Sinon, cet événement, il est aussi étudié comme nous on le fait actuellement, c'est-à-dire sur le plan de l'information et de la désinformation et de la théorie du complot. Écoutez justement comment on l'étudie à l'école. Alors oui et non, c'est-à-dire que le numérique, en effet, il multiplie les formes de désinformation. Donc forcément, on doit faire face à un flot de fake news, de désinformation qui est beaucoup plus important. Mais en même temps, le numérique offre aussi des outils de vérification. Je pense qu'on peut sensibiliser les élèves à l'utilisation de certains outils. Et puis sinon, également, là, c'était les réseaux sociaux, des réseaux sociaux très présents, des jeunes qui sont justement extrêmement exposés, des jeunes qui cherchent et qui sont en quête de sens et qui travaillent justement leurs croyances. Écoutez une dernière fois le professeur d'histoire-géo. Je pense qu'il faut éviter, en tout cas, de dire ce que l'élève doit penser et ne doit pas penser, d'avoir ce point de vue dogmatique, mais plutôt d'essayer de développer des outils critiques pour lui permettre en mettant au filtre un ensemble d'outils critiques, de lui-même finalement démolir la théorie du complot. On veut aussi sensibiliser les élèves aux sources de l'information, montrer qu'il faut vérifier l'information, savoir qui est l'auteur de cette information, est-ce qu'on peut retrouver la source, est-ce que du coup cette source est fiable?
Merci beaucoup, cher Guillaume. On en reparlera demain, du 11 septembre, sous un angle un petit peu différent. Le livre L'école du like d'Axel Kilic et de Jean-Paul Payet s'intéresse aux transformations de la relation entre l'école et les familles induites par l'utilisation croissante d'applications numériques de communication entre enseignants et parents. On retrouve Axel Kilic, elle est l'invitée du Grand Oral. Axel Kilic, on a commencé à brosser le portrait du rapport des parents. Alors, j'ai dit des mères d'ailleurs, souvent c'est les mamans. En vrai. C'est ça. Voilà, oui. Si on vend la mèche, qui s'emparent de ces outils-là. La difficulté particulière pour les mamans des milieux populaires, double difficulté technique, l'écriture, et je ne sais pas comment l'appeler, comportementale, ou d'attitude, ou de connaissance des codes par lesquels on communique. Du côté des enseignants, est-ce qu'ils s'en emparent volontiers aujourd'hui de ces applis en se disant ça rend un super service, ou est-ce qu'ils sont un peu méfiants? Alors, moi, je connais d'anciennes profs des écoles, par exemple, elles n'avaient pas de smartphone. Je ne vois pas de qui vous parlez. Alors, en fait, les enseignants, c'est très aléatoire. C'est-à-dire qu'on a rencontré vraiment des écoles où tous les enseignants étaient passés au numérique, avaient adopté la même application. Et puis ensuite, on a rencontré également des enseignants individuellement, très à la fois... utilisateurs de l'application, mais des réseaux sociaux en général, et même influenceurs, on en parle également dans le livre, Absolument. Les fameux ambassadeurs, avec plein de followers sur les réseaux sociaux. Et on en reçoit régulièrement sur School TV, parce que pour nous, et moi ça fait longtemps que je m'occupe de questions d'éducation, une découverte de se dire qu'il y a 30 ans, un enseignant dans sa classe, et notamment dans le primaire d'ailleurs, avant de le retrouver à s'exprimer publiquement, il fallait se lever tôt. Aujourd'hui, il y en a, et sans forcément l'autorisation de l'inspecteur ou de l'inspectrice d'ailleurs, qui disent allez, j'ai un truc à partager, j'y vais. Eh bien écoutez, on aura bientôt quelque chose, un sujet à reparler, parce qu'on prépare une enquête justement avec mon collègue, et la suite de l'école du like portera justement sur ces influenceurs. Génial. Et donc on aura l'occasion d'en reparler. Et donc pour revenir à votre question, on a vraiment... voilà. Et puis aussi, il y a une chose, c'est que l'application, le modèle, le format de l'application modifie aussi l'usage que l'enseignant va en faire. Par exemple, il y a une application très confidentielle, Skolnet, qui est gratuite. Et là, on a plutôt rencontré des enseignants qui vont l'utiliser pour l'aspect professionnel, la messagerie, communiquer avec les parents. Vous voyez, ce ne sont pas des enseignants qui sont très utilisateurs des réseaux sociaux. Et à côté de ça, on a des véritables geeks, des véritables influenceurs numériques qui se saisissent du réseau social scolaire comme un réseau social à part entière. Avec un bénéfice qui était sans doute pas vu à l'origine par les concepteurs de toutes ces applications, c'est la possibilité pour ces enseignantes et ces enseignants de se valoriser, de valoriser leur travail. Et c'est là aussi où on vient à l'école du like. Oui. Il y a des activités, il y a des sorties. C'est la pédagogie instagrammable, vous dites. C'est ça, on a appelé ça la classe instagrammable. Ouais. Alors ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque j'ai fait une enquête, mon enquête doctorale porte justement sur cet aspect de reconnaissance symbolique de la part des enseignants. Par exemple, j'ai travaillé aussi sur la question des cadeaux que font les parents en fait en fin d'année, etc. Les chocolats, les petites bouteilles de parfum et la manière dont ça apporte de la reconnaissance symbolique aux enseignants. Et ici, on est tout à fait sur le même schéma en fait. C'est-à-dire que l'enseignant montre, le parent est content, je schématise un petit peu, parce qu'il voit son enfant et c'est la dimension du bien-être. Son enfant est heureux, son enfant fait des sorties, son enfant fait du sport, des belles activités. On like. Et le professeur des écoles est content. Il a une belle réputation par rapport aux parents d'élèves, mais aussi par rapport à ses collègues, parce qu'il y a aussi des enjeux de rivalité professionnelle qui sont très très forts. Mais quand même, oui, c'est quand même une reconnaissance forte pour les enseignants. Et puis, peut-être même plus forte que des reconnaissances financières, parce qu'elles tardent, ou des reconnaissances de l'institution, de la part de l'institution. Et oui, il y a un vrai énorme sujet dans les salles des profs, d'ailleurs à tous les niveaux absolument du système éducatif, de la maternelle au lycée. Plus de pression aussi quand même pour ces professeurs des écoles, parce que pour le coup, on attend quelque chose d'eux, on attend qu'ils montrent ce qu'ils font. Si je passe en tant que parent d'une année à une enseignante qui est très justement Instagram ou qui met plein d'infos à quelqu'un qui communique très peu, ça ne va pas bien se passer. Ça déçoit les parents, effectivement. C'est-à-dire que maintenant, on voit dans les écoles où c'est fortement utilisé, puisqu'on a fait également des focus sur certaines écoles, où notamment enseignaient des influenceurs, eh bien, oui, les parents ont envie que leur enfant soit dans la classe où il se passe beaucoup de choses.
Donc vous voyez, on a l'émergence comme ça aussi d'une compétence de communication. C'est ça. Mais il y avait ça avant quand même. C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas tout simplement avec le numérique, comme sur ces questions-là, comme sur beaucoup de questions, un effet de zoom, un effet de loupe sur des choses qui préexistaient? Parce qu'on le sait tous, dans les écoles, il y a des réputations d'enseignantes, notamment dans le primaire. On dit j'aimerais mieux avoir Madame machin que Monsieur Truc l'année prochaine ou l'inverse. Au fond, toutes ces mécaniques, elles existaient préalablement. Exactement. Toutes ces mécaniques existaient. Et puis là, avec l'outil numérique, en fait, elles sont vraiment beaucoup plus fortes. Elles sont aussi beaucoup plus esthétiques. Il y a une dimension très esthétique. On a parlé tout à l'heure de la classe instagrammable. Et vraiment, on est là-dedans. Est-ce que c'est pas aussi, alors je pose la question, vous y répondez dans le bouquin, mais bref, beaucoup plus éreintant pour les enseignantes et les enseignants? Pareil, moi je me souviens de l'arrivée, on était bien avant les smartphones, simplement du mail dans les écoles, et des enseignantes et des enseignants qui découvraient que passé 17 heures, le travail pouvait continuer. Enfin, le travail continuait parce qu'il y a la préparation des cours, mais le travail en termes de relation avec les familles. Et là, ça ne s'arrête plus jamais, c'est H24. Alors, en fait, il y a la possibilité de couper les notifications. Mais il y a aussi la possibilité de les laisser libres. Et effectivement, tout à l'heure, on a parlé aussi un petit peu des reproches qui sont faits aux familles de milieux plus modestes. Et ça aussi, ça fait partie des codes. C'est-à-dire qu'on sait qu'à partir d'une certaine heure, on ne dérange plus l'enseignante. On ne la dérange plus le week-end. Mais on remarque aussi dans l'enquête, on l'a vu très fortement, qu'il y a des enseignants qui, au contraire, aiment communiquer un peu, tout le temps, week-end y compris, soirée y compris avec les familles. Et ça passe aussi par des messages, par exemple, en pleines vacances. Des messages aussi pour souhaiter la fête des mères, la fête des pères, la bonne année. Donc en fait, c'est vraiment travail d'animation de groupe finalement. Exactement, d'animer un peu sa communauté. C'est ça, d'animation de communauté. Voilà, c'est parce que c'est vraiment le terme en fait. Le professeur comme community manager. Il y a un terme qui revient très souvent quand on parle de ces nouvelles technologies et notamment des applis, c'est l'horizontalité, l'idée que tout le monde est à égalité. Ce que vous montrez très bien avec votre co-auteur dans le bouquin, c'est que là, c'est quand même pas du tout le cas. Il y a une asymétrie de la relation qui reste entière et ce serait une illusion de s'imaginer qu'il y a une symétrie qui est produite. Exactement. En fait, on va dire que sur la dimension de la facilité à communiquer les informations, sur la convivialité, ici, il y a vraiment un avantage avec ces applications. Ensuite, sur la relation asymétrique, la relation symétrique, vous voyez, je fais un lapsus aussi, non, elle reste asymétrique. Et puis sur la coéducation, on en est quand même très très loin. Il y a beaucoup d'obstacles. Ouais, d'un mot quand même aussi sur l'institution. Donc beaucoup des applis que vous citez sont payantes. Elles ont été inventées par des start-upers qui parfois viennent du monde de la tech, parfois du monde de l'éducation et ont décidé de faire la chose. Quelle est l'attitude de l'éducation nationale là-dedans? Elle est hyper paradoxale parce que d'un côté, on a un ministère qui invente à un moment ce qu'il appelle le 110 bis, qui est un lieu d'expérimentation. 110 rue de Grenelle, c'est l'adresse du ministère. 110 bis, il y a cette idée que le ministère est capable lui-même de générer ses propres écosystèmes innovants. Et puis de l'autre, on est dans un ministère qui contrôle quand même absolument tout, jusqu'à choisir qui a le droit ou pas le droit d'intervenir dans des écoles, de blacklister des pédagogues. Enfin bon, c'est quoi le rapport de l'éducation nationale à tout ça? Alors c'est un rapport qui est très très ambivalent. C'est ça. Donc vous l'avez super bien traduit en quelques mots. Et effectivement, c'est ça, c'est-à-dire qu'à la fois il y a l'idée que le numérique apporte le progrès, et il y a aussi les risques qu'apporte le numérique, la peur, et aussi il y a des évolutions. Par exemple, une application va être fortement recommandée, puis après on va demander aux enseignants de ne plus l'utiliser pour une autre application. Et donc, on voit aussi des évolutions comme ça d'une année à l'autre. Donc, c'est assez compliqué. On a suivi, en fait, on a fait aussi une recherche ethnographique, c'est-à-dire qu'on a suivi particulièrement une application qui nous a vraiment ouvert les portes d'événements qu'elle a organisés. C'est Classroom. Classroom, vous racontez au tout début du bouquin un dialogue assez marrant, l'apéro Classroom. L'apéro Classroom. Et donc, du coup, et on l'a vu, c'est-à-dire que eux, c'est l'exemple typique. Au début, ils ne sont pas très appréciés, puis finalement, ils ont réussi à se faire une place. Et c'est vrai que moi, je me souviens de leur arrivée, comme ils ne venaient pas du Sérail, ils étaient un petit peu regardés haut, mais le service était sympa, donc finalement, ça fonctionne. Oui. L'école du like, Axel Kilic, Jean-Paul Paillet, les nouvelles relations école-famille à l'ère du virtuel, c'est aux presses universitaires de France, ça vient de sortir. Axel Kilic, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission. Vous restez si vous le voulez bien, puisque comme chaque semaine, on retrouve Candy Sanzel pour son conseil de famille. Peut-être que ça va vous parler, son sujet. On va discuter des enfants qui n'ont pas envie d'aller à l'école. Candice, bonjour. Bonjour. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous parentalité. Et on va le consacrer aujourd'hui à une phrase que parfois certaines familles entendent tous les matins. Je veux pas aller à l'école. Phrase qui évidemment suscite de l'inquiétude, de la frustration chez les parents. Que faire ?
Alors que vous préparez le petit déjeuner, la phrase que vous redoutez tant tombe comme une pierre dans votre café. Je veux pas y aller, je veux pas aller à l'école. Alors, nous allons voir que derrière, en réalité, ces mots simples peuvent se cacher des raisons et des causes bien plus profondes qui peuvent être diverses. Donc déjà, pour les plus jeunes, l'idée de quitter la maison et de se retrouver dans un environnement étranger peut être vraiment effrayante. L'école, c'est vrai, représente un lieu plein de nouvelles personnes, de nouvelles règles, donc il faut s'adapter. Et cette peur est d'ailleurs souvent exacerbée chez les enfants ayant un lien très fort avec leurs parents, en particulier lorsqu'ils sont justement habitués à passer beaucoup de temps ensemble. Il y a les relations aussi avec les camarades, qui ne sont pas toujours des camarades d'ailleurs, qui peuvent être une source de stress également. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'un enfant qui se sent isolé ou qui est victime de harcèlement scolaire préférera souvent éviter l'école plutôt que de se confronter à une situation qui lui semble forcément insurmontable. Même des conflits mineurs, en réalité, peuvent rendre l'école vraiment angoissante. Alors, autre cause d'ailleurs pour laquelle un enfant peut développer une aversion pour l'école, c'est l'apprentissage quand ça devient vraiment un calvaire. Par exemple, si on a des problèmes de concentration ou des difficultés à suivre le rythme de la classe ou même simplement en fait des troubles spécifiques comme la dyslexie, la dysorthographie, etc. Le sentiment finalement de ne pas être à la hauteur peut pousser un enfant à éviter l'école et se dire qu'il va justement échapper à cette situation de frustration et de honte. Candice, il n'y a pas aussi tout simplement la situation où un enfant n'est pas motivé, comme on le dit dans le langage commun, tout simplement parce qu'il s'ennuie Oui, ça arrive. Ouais. C'est sûr qu'un programme trop théorique qui ne correspond pas forcément au centre d'intérêt de l'enfant ou une diversité qui n'est pas forcément là, une pédagogie qui n'est pas très adaptée, toutes ces raisons peuvent effectivement contribuer à cette situation. Nous avons tracé ce tableau, il est noir, mais que faire? Nous allons sortir vers la lumière. Évidemment, la première chose à faire, évidemment, et ça je le répète quand même assez souvent, c'est d'écouter votre enfant sans le juger avec empathie et de prendre vraiment ce qu'il dit au sérieux. Les inquiétudes qu'il peut avoir, elles sont légitimes en réalité, même s'il est petit. Donc parfois, simplement verbaliser ses peurs peut l'aider à relativiser. Donc poser des questions ouvertes. Qu'est-ce qui te dérange à l'école? De quoi as-tu peur? Comme ça va lui permettre vraiment de répondre. Et les rituels aussi peuvent aider les enfants. Ça, vous aimez bien les rituels en général. Les rituels, c'est mon truc. Les rituels le matin pour que le départ à l'école se fasse en douceur. Donc un petit déjeuner en famille, une petite histoire ou simplement un trajet à pied où on discute ensemble. Ça peut aussi tout à fait faire l'affaire. Et ce qui va faire le lien avec le grand oral et avec le travail d'Axel Kilic, c'est tout simplement les relations avec les enseignantes et les enseignants. Exactement. Une chose à faire absolument essentiellement, c'est d'en parler avec eux. Oui, parce qu'ils peuvent vraiment donner aux parents un aperçu de la situation. Souvent, moi, quand j'étais enseignante, ce qui se passait, c'est que les parents n'avaient absolument pas la même version à la maison de l'enfant que moi, j'avais en classe. Donc, ils peuvent proposer des solutions très efficaces. C'est sûr qu'un enfant qui se sent soutenu à la maison comme à l'école, il aura forcément moins de raisons de fuir ce milieu. Donc, on en avait aussi déjà parlé. Mais pour la confiance en soi, très important d'encourager votre enfant en le valorisant et surtout valorisant ses efforts plutôt que ses notes. C'est sûr qu'un enfant qui se sent apprécié pour son travail et ses progrès, même minimes, sera bien plus motivé à persévérer. Par exemple, pour un enfant qui a du mal en maths, au lieu de dire pourquoi tu n'as pas eu une meilleure note, on va lui dire je vois que tu t'es donné du mal. Bravo, continue comme ça, c'est super. Et puis pour renforcer son estime de soi, élargir son cercle social, vous pouvez aussi l'inviter à s'inscrire à des activités qu'il aime en dehors de l'école. Ça va compenser justement les difficultés scolaires qu'il pourrait avoir et offrir une échappatoire positive. Tout à fait. Alors, je voudrais quand même vous dire que je vois de plus en plus dans mon cabinet d'enfants qui ont des phobies scolaires. Et ça va très vite. Donc, soyez attentifs. Si vous voyez que votre enfant a de moins en moins envie d'aller en cours, qu'il se désinvestit, qu'il a mal au ventre, qu'il parle de boules dans la gorge, qu'il montre des signes d'angoisse, de stress, prenez ça vraiment au sérieux. Il vaut mieux prendre au sérieux tout de suite que d'attendre 3 mois. Parce que ça va très vite. Ouais. Exactement. Tardez pas à consulter un professionnel qui saura vraiment l'accompagner pour retrouver le chemin de l'école et être serein. Donc on commence par aller voir les enseignantes, les enseignants, c'est le premier geste, et puis éventuellement le deuxième, un professionnel de santé ou de l'accompagnement. Candice, merci. Vous avez été confrontée à ça quand vous étiez professeur des écoles? Oui, énormément, et aussi en tant que parent, donc ça me parle beaucoup. Et merci pour tous ces conseils. Vraiment, merci. Ça résonne, c'est super. Moi, dans ma famille, il y a un petit nom pour ça, je ne veux pas aller à l'école. C'est quoi? C'est la pécole.
Ah, c'est mignon. Voilà, c'est la pécole. Je vous le transmets. Si ça se diffuse, ce sera... C'est très mignon. Voilà, un petit vin. Ce matin, j'ai la pécole. Mais moi, j'ai jamais la pécole quand il faut aller sur School TV parce que vous êtes tous formidables et toutes formidables. Donc, merci beaucoup, chère Candice. Merci beaucoup, Axel. Je renvoie à votre bouquin L'école du Like qui vient de sortir. Et on peut également, vous l'avez cité, lire ou relire L'école primaire vue des coulisses, la culture professionnelle informelle des professeurs des écoles. C'est aux Presses universitaires de France. Et rendez-vous est pris si on ne vous invite pas avant, mais en tout cas au minimum au moment où vous aurez sorti cette étude sur les profs influenceurs et influenceuses. On compte dessus. Avec grand plaisir et merci beaucoup à Emmanuel pour cette interview. Merci à vous, merci aussi à toute l'équipe de l'émission, à savoir Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous retrouvez la quotidienne en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et désormais le Grand Oral également sur les principales plateformes de podcast en version audio.